Chers investisseurs en bourse, je vous souhaite à tous une agréable année, santé, réussite dans vos objectifs et surtout de bons investissements. Alors je rappelle que investir peut entraîner une perte en capital et je ne suis qu'un particulier qui documente son parcours et quoi de mieux que le documenter dans un DCA Challenge. Et ça y est, c'est lancé, c'est le premier de l'année, janvier 2025. Ouais, on va faire le bilan et après on ira se lire un article du Revenu ou Investir, je sais plus, sur les erreurs psychologiques en bourse. Tout simplement car je suis un débutant et je pense que vous aussi, donc rien de mieux que de partager de la connaissance. Et si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez, c'est parti. Voilà, et ma méthode, je la rappelle, c'est tout simple, c'est un DCA, 1 € en ETF, 1 € en action. Ce que vous avez sous les yeux en vert, c'est la courbe depuis la création de ce compte titre. Et vous voyez qu'au début, j'ai fait n'importe quoi, et depuis que j'ai appliqué cette méthode, c'est beaucoup plus propre. Ouais, je suis actuellement à plus 20% de plus-value latente. Mais qu'est-ce que ça donne au niveau des actions? Eh bien, on va faire le calcul tout de suite. Mais avant, un petit rappel. En 2024, le SP500 a fait 23%, 2023, 24%. Est-ce que ça continuera à la hausse ou à la baisse? Je ne sais pas, j'ai toujours pas de boule de cristal. Mais je sais que la DCA permet de lisser les points d'entrée. Et de toute façon, j'estime que la bourse, c'est minimum 5 voire 10 ans. Et la performance de mon ETF SP500, elle n'est que de 12,23%, contrairement aux 24% que je vous ai montré précédemment. Simplement parce que la performance annuelle, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Et j'ai commencé ce DCA Challenge courant avril. Et pour comparer votre performance à un indice de référence, il ne faut pas juste prendre la performance annuelle. Non, non, en fait, il faut faire une pondération de ce que vous investissez. Pour moi, c'est simplifié tout simplement parce que c'est 1 € en action, 1 € en ETF. Voilà, j'ai 3 actions qui surperforment actuellement le SP500, Netflix, Amazon, Alphabet. Et 2 qui sont à la traîne et dont une première qui est dans le rouge. Alors, on a S&P Global, on a aussi Intuit. Alors Intuit, je vais pas faire une revue dans cette vidéo, c'est tout simplement une entreprise qui aide tout simplement la comptabilité des petites entreprises, mais aussi avec les particuliers, avec un score de crédit. C'est ce qui se passe aux États-Unis et au Canada quand vous voulez emprunter, contrairement en France où c'est juste vos revenus. Voilà, Intuit est toujours géré par le même CEO depuis 2016, de tête comme ça, et c'est quelqu'un qui était dans la boîte depuis 2004 et qui est aussi au board de Altacian. Si vous travaillez dans l'informatique, ça doit vous parler, c'est tout simplement la boîte qui édite Jira et Confluence. Et bien sûr, Intuit n'a rien à voir. Voilà, ce que vous avez sous les yeux, c'est les free cash flow de Intuit. Donc, certes, il a baissé en 2024. Il a fait moins 3% par rapport à l'année précédente. Mais là où Intuit a vraiment souffert, c'est tout simplement avec l'arrivée de l'IA. Voilà, comme leur business, c'est tout simplement d'aider à faire de la comptabilité, que ce soit pour des pros ou des particuliers, mais aussi à modéliser le crédit score d'un particulier. Il y avait beaucoup de narratives autour de l'IA qui disaient que voilà, un jour Intuit serait tout simplement dépassé. Voilà, on pourrait comparer à une boîte comme Salesforce, une boîte tout simplement pour les commerciaux, l'équivalent des Jira, mais côté commercial, qui s'était mal porté courant de l'année 2024 à cause justement de la narrative de l'IA. Et pour en revenir à Intuit, tout simplement son PDG a vendu pour 55 millions de dollars d'actions. Mais qu'importe, voilà pour cette présentation rapide d'Intuit. Je ferai peut-être un épisode complet là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je reste confiant sur Intuit et de toute façon je m'étais dit que je faisais ce DCA jusqu'à mars 2025. Donc je continuerai à faire mon DCA sur Intuit et aussi sur les 4 autres actions et le TF bien sûr. Allez, on va calculer la performance. Je rappelle aussi que je ne fais que la somme des plus-values, je ne prends pas en compte les dividendes. Tout simplement parce que je ne suis pas fan des dividendes et j'avais présélectionné des entreprises qui versaient très peu de dividendes. Et par exemple, la semaine dernière, j'ai reçu un dividende d'Intuit de 5 centimes. Voilà, sur le courtier que j'utilise actuellement, Trade Republic, qui est très bien pour faire du DCA. L'investissement minimum, c'est 1 €. Voilà, ça sert à rien de les compter. C'est la première fois que je mets un moins, mais qu'importe, ça doit arriver tout simplement dans un parcours boursier. Et voici ma performance en plus-value latente, 78,67 €, ce qui est supérieur aux 61,25 du S&P 500. Voilà, le marché est haussier, il n'y a pas de quoi de faire cocorico. Et tout de suite, on passe à un article sur la psychologie des investisseurs. Voilà, on se retrouve sur cet article, maîtrisez mieux vos émotions, accompagné par un psy. Alors, je ne vais pas lire les commentaires d'un psy. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est les types de profils et d'erreurs, du coup. D'ailleurs, je vais les lister. N'hésitez pas à me dire en commentaire à quel type vous identifiez. Alors le premier, le plus connu, le follower, traduction, le suiveur, celui qui suit une tendance. Et l'article nous dit que le follower est dominé par la peur de passer à côté d'une opportunité, un phénomène connu sous l'acronyme de FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater tout simplement. Ouais, il agit souvent dans l'urgence, attiré par des secteurs en vogue comme des crypto-monnaies ou la technologie, sans prendre le temps de préparer une stratégie d'investissement. Son comportement est largement influencé par l'environnement médiatique et les décisions collectives, ce qui pousse à suivre les foules sans recul. Cette tendance résulte de biais puissants comme le biais de conformité sociale qui le conduit à imiter les autres investisseurs. Il est persuadé que la majorité a raison. Cette combinaison de biais le rend vulnérable. Il achète souvent au sommet des hausses lorsque les actifs sont déjà surévalués et vend dans la panique lorsque le marché corrige.
Premier profil, je pense que mon baptême du feu, je l'ai déjà fait. Moi, je l'avais fait sur la crypto, tout simplement sur le Bitcoin, où j'avais tout simplement FOMO, je crois, vers les 60 000 et j'ai revendu vers les 30 000. Alors certes, il y avait le côté émotion, la peur de rater le train, mais c'était surtout que je n'y connaissais rien, j'avais pas fait assez de recherches. Deuxième profil, le spécialiste, l'expert captif de sa zone de confort. Le spécialiste excelle dans un domaine précis, mais cette expertise devient une prison. Trop confiant en ses connaissances, il limite ses investissements à un secteur ou un panier d'actions qu'il maîtrise parfaitement. Négligeant la diversification, franchement, sur ce compte titre, ça pourrait être mon cas. Mais voilà, ça fait partie de ma stratégie justement. J'avais expliqué que justement la diversification, j'allais la chercher dans l'ETF. Il y a des secteurs et des entreprises qui sont liés dans lesquels je crois beaucoup. Et c'est sur celles-ci que je prends un risque. Alors aujourd'hui, je suis à 50-50. Peut-être qu'un jour, je passerai par exemple à 70% ETF, 30% actions à voir. Et par exemple, je vous parlais d'Intuit tout à l'heure. Sachez que par exemple, Intuit c'est associé avec Amazon tout simplement pour améliorer la compta des vendeurs sur la marketplace d'Amazon. Certes, c'est des petits segments actuellement, mais ça peut devenir très vite corrélé. Et du coup, soit ça fait que monter, soit ça fait que descendre, hein. Et du coup, des plus grandes volatilités. Convaincu de son approche, suffit à maîtriser les risques. Il refuse souvent d'explorer des horizons moins familiers, préférant se concentrer sur ce qu'il connaît bien. Quasiment mon cas, je pense notamment aux boîtes de tech. C'est des boîtes que j'utilise quasiment tous les jours. Cette rigidité est alimentée par le biais de spécialisation qui lui fait surestimer la sécurité de son domaine d'expertise. Le biais de confirmation le pousse à ne rechercher que les informations qui renforcent ses convictions tout en ignorant celles qui pourraient le contredire. Alors sur ce point, je suis pas trop d'accord parce que je trouve dans mon parcours, le fait d'avoir un biais de confirmation, je l'avais plus tout début de la bourse où justement je cherchais absolument du contenu pour confirmer mes pensées. Là où aujourd'hui, par exemple, je n'hésite pas à lire des articles qui contredisent ma thèse et qui en plus ne me font pas perdre confiance dans ma stratégie. Enfin, le biais de familiarité, il insiste à rester attaché aux actifs qu'il connaît par crainte de l'inconnu. Ce comportement le rend vulnérable à des chocs sectoriels ou géographiques et l'empêche de profiter des tendances émergentes. C'est vrai que c'est un peu mon cas. Par exemple, l'IA, même si je l'utilise, tout ce qui est ASML, Nvidia, j'ai du mal encore à comprendre le business, j'y vais pas du tout. Et encore, quand je dis comprendre, c'est vraiment la pérennité du business. Là où par exemple, je sais pas, je vais dire la santé, Novo Nordisk, ça j'y comprends rien, je mets zéro, je laisse les ETF le faire. Allez, troisième profil, le trouillard, paralysé par l'aversion du risque. Le trouillard est l'incarnation même de l'aversion au risque. Sa peur de perdre de l'argent l'empêche de prendre des décisions rationnelles. Souvent, il place des stop-loss, ventes automatiques trop proches pour éviter toute perte, ce qui le pousse à vendre prématurément et à rater des hausses potentielles. Alors ça, je sais que c'est pas du tout mon cas et j'écoute énormément de Xavier Delmas et il disait que justement les stop and loss, il y a des gens qui vendent par exemple à moins 20% parce qu'ils ont mis un stop loss. L'action, au même point, on va dire qu'elle était à 100, elle fait moins 20%, elle est à 80, mais 2 ans après, elle est à 250. Donc en fait, le fait de vendre, vous ratez toute cette hausse. Et ce qui est aussi un avantage des ETF, c'est que comme vous achetez de façon régulière et que vous couvrez toutes les actions, en fait, vous ne loupez aucune hausse. Allez, on continue. Cette attitude est fortement influencée par l'aversion aux pertes qui le conduit à ressentir une perte financière comme plus douloureuse qu'un gain équivalent. Ainsi, une personne pourrait refuser un pari où elle a une chance sur deux de gagner 150 euros et une chance sur deux de perdre 100 euros, bien que l'espérance de gain soit positive de 25 euros. C'est vrai que cette partie des pertes, moi ça fait que 2 ans, donc c'est aussi depuis 2 ans, il n'y a quasiment pas de pertes. C'est pour ça qu'en utilisant Trade Republic, la carte bleue, c'est du cashback et j'avais acheté simplement du Nasdaq x3. Je suis quasiment sûr qu'un jour le Nasdaq fera moins 20%. Cet ETF ne fera pas moins 60%, 3 x 20. Il y a aussi les intérêts d'emprunt. Donc par exemple, il fera, je sais pas moi, moins 65% dans un jour. Tout simplement tester ma psychologie, même si c'est qu'une petite ligne. Allez, haut de profil, le casse-cou, le joueur de casino, le gambler, quoi. Le casse-cou vit pour une adrénaline, il est attiré par la stratégie risquée et les paris rapides. Il utilise fréquemment des effets de levier élevés pour maximiser ses gains, prenant des positions agressives sans toujours mesurer les conséquences. Son comportement est dicté par le biais de l'excès de confiance, lui fait surestimer ses capacités d'analyse, le poussant à croire qu'il peut battre le marché. Enfin, le biais de résultat l'amène à attribuer ses succès passés à ses compétences tout en minimisant le rôle de la chance. Ce cocktail le rend vulnérable à des pertes massives. Non, sur la bourse, moi, je ne suis pas du tout ce profil. Et un classique des stratégies, des actions type bon père de famille. Donc, qu'est-ce que le profil père de famille? Et aussi, parenthèse, lors d'une interview, William Higgins avait dit que des actions de type père de famille, ça n'existait pas. Et c'était tout simplement un leurre, un produit marketing. Voilà, vous savez à quel point je bois les paroles de William Higgins. Donc je ne crois pas aux valeurs père de famille. Alors le père de famille privilégie la stabilité, la sécurité, sûrement parce qu'il a des enfants, ça se comprend. Il achète des actifs solides qu'il conserve sur le long terme sans attribuer ni diversifier suffisamment.
Alors, quels sont les biais du père de famille? Le biais de statu quo renforce son inertie et l'empêche d'adapter son portefeuille. Enfin, le biais d'ancrage le fait s'attacher à des repères passés pour justifier ses choix. Cette rigidité limite ses performances et augmente sa vulnérabilité. Alors, même si je suis de la team buy and hold, c'est-à-dire acheter et conserver le plus longtemps possible, bah, justement pour éviter par exemple les stop loss inutiles, que ce soit un stop loss ou autre, par exemple vous avez une chute de moins 20%, vous dites ah cette action elle est finie, peut-être que dans 2 ans elle fera plus 100%. Je trouve que la définition du profil est un peu floue. Peut-être parce que les actions perte de famille n'existent pas. Non, j'arrête de troll. Allez, il nous en reste 2 et c'est fini. Le nostalgique, prisonnier des performances passées. Le nostalgique oriente ses choix en se basant sur des performances passées, souvent glorifiées. Il cherche à reproduire des succès anciens sans considérer les dynamiques actuelles ou futures. Cette fixation sur le passé le rend peu adaptable à l'environnement en constante évolution. Ensuite, quels sont ses biais? Le biais de récence lui fait accorder une importance excessive aux données récentes ou familières. Là, peut-être que c'est un profil qui est fan des actions d'automobile ou télécom. Et peut-être c'est, et peut-être c'est ce qui m'attend dans 30 ans. Je serai toujours fan des actions de tech. Et la tech, si ça se trouve, ne performera plus. Et enfin, il a le biais de représentativité, le conduit à généraliser à partir d'exemples passés. Ce comportement l'empêche de s'adapter aux nouvelles opportunités du marché. Ouais, en gros, en gros, c'est avant c'était mieux. Allez, enfin, dernier profil. Je vous avoue que les derniers m'ont clairement déçu, hein. Le Cassandre, l'éternel pessimiste. Ah, celui qui vous vend la chute des marchés, la fin du monde sur les réseaux. Le Cassandre sont convaincus que les marchés sont surévalués et attendent une correction ou un crack pour investir. Alors, je suis d'accord, il y en a beaucoup qui disent ça va chuter, il faut prendre du cash, il faut investir. Bah, il y a même des gérants de fonds qui le disent, je ne dirais pas les noms, mais vous pouvez tout simplement comparer la performance de leur fonds, par exemple un ETF MSCI World ou SP500, et vous, et vous verrez la performance tout simplement. Donc pour ça, les ETF, c'est très bien. Ouais, après, pour nuancer, le S&P 500 est quand même sur un PIR moyen assez élevé, et c'est vrai qu'il semble surévalué. Alors, on en revient au profil. Son pessimiste chronique le pousse à rester liquide. Ouais, justement, il n'investit jamais et le cash, ça se fait manger par l'inflation. Mais cette prudence excessive, finit souvent par le priver d'opportunités. Bah oui, vu qu'il n'est pas investi, il prend aucune hausse, il prend aussi aucune baisse, mais lui, il voit que ça. Et d'ailleurs, ça me rappelle une interview de Jeff Bezos qui disait que l'être humain a tendance à surestimer le risque et à sous-estimer les opportunités. Bon, on est clairement dans ce profil, hein. Bon, pour Jeff Bezos, 99% de la population mondiale est Cassandre. Voilà, ce comportement repose sur le biais de négativité qui le fait privilégier les scénarios pessimistes. Le biais d'anticipation lui fait surestimer les probabilités de crack et le biais d'aversion au regret l'empêche d'agir par peur de prendre une mauvaise décision. En conséquence, il reste inactif et rate les hausses prolongées. Ah bah je l'avais dit, quand je prends la dernière chute de 2020 suite au confinement, au lockdown, en fait, personne ne pouvait le prévoir, enfin, du fait qu'il allait y avoir une épidémie. Contrairement à des problèmes, je sais pas moi, contrairement aux crises comme les subprimes, où voilà, c'était des effets de levier dans tous les sens, et à un moment, le jeu de cartes s'est effondré. Bon voilà, il y a 7 types de profils. Dites-moi en commentaire quel type de profil d'investisseur êtes-vous, ou du moins, peut-être que vous avez votre propre profil. N'hésitez pas à me le dire, éternel optimiste ou autre, qu'importe, je vous souhaite à tous une agréable journée. Allez, ciao!